Cybersécurité, quelle stratégie pour l'Union européenne? C'est le sujet de notre talk aujourd'hui avec Sébastien Garnaud, président de Garnaud et Associés, société spécialisée dans les secteurs de la transformation numérique et de la cybersécurité. Et vous êtes également le fondateur de la Cyber Task Force, mais aussi du Paris Cyber Summit qui s'est tenu la semaine dernière, 11 et 12 mai. À vos côtés, Stéphane Blanc, président fondateur d'Antemeta, entreprise spécialisée dans la protection des données. Vous êtes d'ailleurs un partenaire de Smartech. Membre d'Exatrust, l'alliance du cloud computing et de la cybersécurité française et souveraine. Et puis membre également du fonds d'investissement Cyber Impact qui a vocation à soutenir les futurs champions européens de la cybersécurité. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette question de l'arsenal cyber de l'Europe. Peut-être on va démarrer ensemble, Sébastien Garnaud, puisque vous avez eu le Paris Cyber Summit. Quel est le premier bilan qu'on peut tirer de cette présidence française de l'Union européenne en matière de cybersécurité? Alors, le bilan, il est plutôt bon, et on en parlait en coulisses, puisque on a réussi à avancer sur le DMA, le Digital Market Act, on a avancé sur le DSA, le Digital Service Act, et on a appris qu'on avançait bien sur la directive NIS 2, qui renvoie aux infrastructures critiques. Donc, d'un point de vue cyber et numérique, je crois qu'on peut être heureux de ce qu'a fait la présidence française. Et puis, on n'a pas manqué de le faire savoir la semaine dernière lors du sommet. Oui, alors justement, sur le bilan, on a quand même une petite alerte. Visiblement, la notification des incidents cyber en Europe, elle serait défaillante parce que trop bureaucratique. Et c'est pour ça qu'il faut revoir cette directive Nice. Oui, alors c'est toujours la même chose avec la législation, c'est qu'elles essayent d'appréhender des rythmes qui ne sont pas les mêmes. On en parlait également, il y a un moment où il faut essayer et quand ça ne fonctionne pas, il faut réviser. C'est un peu la conclusion qu'on peut tirer de cette révision, c'est qu'elle fonctionne bien, elle a permis de rehausser le niveau de sécurité collective, mais il faut être plus pragmatique encore et c'est ce qui a été fait et il faudra rentrer dans le détail du texte. Mais l'objectif, c'est de coller au temps de la menace et le temps de la menace, il est mécaniquement plus court que celui de la législation. Alors Stéphane Blanc, vous voyez les choses aussi d'un point de vue très opérationnel auprès des entreprises. Quelle est votre vision sur l'évolution des risques ? Alors d'abord, c'est surtout la convergence de la... On parle souvent beaucoup de cybersécurité et je pense que c'est important aussi de parler du secours. Voilà, parce que si on ne converge pas... Qu'est-ce que vous appelez le secours ? Tout bonnement, d'avoir un backup, une capacité de plan de reprise d'activité, capacité de redémarrer l'entreprise. En fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes les grands crashs qu'on a eus sur les entreprises, eh bien certes, ils avaient investi énormément en cyber, mais ils avaient dédaigné de leur côté la partie protection de la donnée, la partie plan de reprise d'activité. Donc c'est la réaction face à un incident. Tout à fait, c'est la capacité à revenir, à réinstaller l'intégralité de son système pour redémarrer. Et donc c'est la convergence d'abord des deux qui a du sens aujourd'hui. Je pense que c'est le premier constat qu'on peut faire depuis à peu près 18-24 mois aujourd'hui sur les gros enjeux de la cyber, c'est de ne pas dédaigner le secours. Et puis bien évidemment, du coup, on le retrouve aussi dans les formations. On a besoin bien évidemment de former en France, mais aussi en Europe, de construire des écoles, de bâtir l'éducation de nos jeunes cyber. Eh bien ça aussi, ça doit aller dans cette démarche d'appréhender les notions de secours et de plan de reprise d'activité. On n'aura pas des stars de la cyber partout. Il faudra aussi des jeunes qui s'occupent d'être le pompier en permanence du système d'information En fait, des équipes, des sortes de cyber pompiers secours, voilà, qu'on peut appeler au moment où on se retrouve face à une attaque. Tout à fait. Alors justement, sur la partie formation, on a une convention qui va être ou qui a été signée avec le campus cyber et l'éducation nationale qui s'engage à justement sensibiliser les élèves, mais aussi les professeurs, dans les lycées. Est-ce que cette partie formation, ça a été un des gros sujets du summit la semaine dernière? Ça a été l'un des sujets parce qu'il y avait que des... Parce qu'il y a quand même l'attente sur les talents. Les talents, c'est la clé. Et pas que les talents, comme le disait Stéphane, les cyber-soignants, les cyber-pompiers, mais aussi vous et moi, les collaborateurs. On en a justement parlé avec Édouard Geffray, qui a signé effectivement une convention avec Michel Vandenberg et le campus cyber. Et là, on voit bien tout l'intérêt du campus cyber d'être ce lieu où tout le monde va pouvoir coopérer ensemble.
dont l'éducation nationale. On a traité la question des compétences, on a traité la question de l'industrie, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien que notre indépendance, notre autonomie stratégique, elle puisse s'asseoir sur des entreprises qui soient fortes. Et ces entreprises, pour être fortes, elles ont besoin de ces talents. Donc, bien évidemment, on a traité la question avec l'école 2600, qui est une école spécifiquement dédiée à la cybersécurité, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec aussi EdTech France, qui s'occupe plutôt de numérique, mais parce qu'il est important de faire le lien entre le numérique et la cyber. Et là, vous me parlez franco-français. Et oui. Est-ce qu'il se passe des choses à l'échelle européenne ? Bien sûr, on parlait des résultats. Sur la partie formation, pour rester sur ce thème de la formation, comme ça on pourra enchaîner sur un autre volet après. Alors sur la question de l'éducation et de la formation, il y a des initiatives, mais mon sentiment, et là je n'engage que moi, c'est que l'Union européenne est moins à l'aise sur la question des talents parce qu'elle a moins la main sur les politiques nationales d'éducation. Toutefois, la commissaire Gabriel, qui, je le rappelle, est l'une des personnes qui m'a aidé à monter ce sommet, est très engagée sur la question des compétences au sens général, mais aussi sur l'équilibre des compétences et donc tous les talents féminins qu'il faut aller chercher. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait Women for Cyber Europe et sa déclinaison française, mais il en existe d'autres en France, comme le CEF6 et beaucoup d'associations. On dit souvent, pourquoi se priver de 50% de la population française quand on ne pense pas à la mixité ? En matière je vous parlais de l'évolution des risques en matière d'informatique, mais il y a aussi l'évolution des protections. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ? Quelles sont les innovations aujourd'hui dont on peut se flatter en matière de cybersécurité ? Chez nous en France ou en Europe ou globalement ? Globalement. Je pense qu'on partage ces technologies. Il y a des sujets autour, par exemple, technologiquement des SOC, bien évidemment, SOC et SIEM, où là on travaille. Il y a eu des beaux travaux de fait. Il y a eu tout un tas chez Exatrust également d'outillages qui ont été faits pour améliorer la sécurité du web, pour améliorer la sécurité du poste client, poste utilisateur, des portables. Et donc de travailler à la fois l'entreprise, mais l'individu aussi, parce qu'encore une fois, on revient sur, vous parliez tout à l'heure d'éducation par rapport à l'Europe et la formation. C'est déjà la prise de conscience individuelle et collective que la sécurité, ça commence chez soi. D'accord ? Il y a l'entreprise, mais ça commence par chez soi. Faire attention aux pièces jointes, aux mails qu'on ouvre. Son empreinte numérique. Et ça, c'est une vraie démarche européenne. Après, d'un point de vue technologique, bien évidemment, il y a eu énormément d'avancées. La France fait partie des entreprises qui innovent beaucoup en termes de cyber. Nous-mêmes, effectivement, chez Antemeta, on innove sur un certain nombre de sujets. Alors, beaucoup sur le secours. Beaucoup aussi sur une plateforme autonome, industrialisée, qui va limiter les risques. Si vous pouvez être plus précis, par exemple, sur le secours, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau ? Sur le secours ? Oui. Eh bien, prenez par exemple aujourd'hui la problématique du secourir un système d'information. Le système d'information aujourd'hui, il est réparti pour une entreprise. Elle en a un bout dans ses usines, un bout chez elle, un bout dans un cloud privé, un bout dans un cloud public. Or, la problématique, c'est de secourir un ensemble. Le métier est global. Le système d'information, il a un métier qui est globalisé. Et donc, il faut restaurer, quand on a un problème, il faut restaurer un système d'information dans sa globalité. Et donc, on a à avoir une vision globale. Parce qu'il ne faut pas croire que le cloud public, des GAFA, par exemple, on ne doit pas le sauvegarder, ni être en capacité de le restaurer. Vous voulez dire qu'on a tendance à faire trop confiance aux outils du cloud aujourd'hui ? Bien sûr. Complètement. Et donc, si vous ne le prenez pas dans sa globalité, ça, c'est des développements, par exemple, qui ont été réalisés autour du secours. C'est vraiment la convergence de l'ensemble des plateformes qu'on doit secourir et les outils et les méthodologies qu'on a mis en place pour arriver à penser de plus en plus métier, surtout aujourd'hui dans le secours d'un système d'information. Avant, on secourait une plateforme. Maintenant, je m'excuse de rentrer dans l'aspect technologique. Mais un jour, on parlait plateforme. Maintenant, on doit penser métier quand on secourt un système d'information. Et puis, surtout, le faire maintenant avec en 7/7, 24/24. On ne peut plus... voilà, ça doit être un tiers de confiance qui vous accompagne autour de ces démarches-là. Et ça, je pense que c'est un élément innovant qui a été fait autour du secours, typiquement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des équipes de secours à l'échelle européenne ? Parce que si on reprend le contexte géopolitique, aujourd'hui, on a ce conflit en Ukraine qui s'accompagne évidemment de cyberattaques massives. Ça veut dire que l'Europe, elle doit se préparer à ce type de menaces. Pour l'instant, on n'a pas
vu vraiment de cyberguerre, mais on sait très bien que c'est une menace de plus en plus présente. Comment est-ce qu'on peut s'organiser d'un point de vue de protection, mais d'un point de vue secours aussi? Alors, sur l'urgence du secours, on a vraiment des marges de progression. J'ai pris la question parce que j'ai pensé qu'elle s'adressait à moi, pardon, Stéphane. On peut progresser probablement, mais il existe déjà des choses. Les CERT nationaux coopèrent déjà et échangent beaucoup d'informations. On a eu le privilège d'avoir le vice-premier ministre ukrainien qui est intervenu et qui nous a expliqué comment ils menaient cette cyberguerre. Bon, eh ben, l'un des enseignements, notamment, c'est ce fameux partage d'informations. Ils ont ouvert deux fronts, un sur la bataille de l'opinion et un d'un point de vue technologique. Et on voit que l'innovation, elle peut être certes technologique, mais aussi sociale. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une socialisation de la cyber. En Ukraine, ça prend la forme de vidéos qui donnaient les positions des forces russes sur le terrain. Mais chez nous, on voit aussi avec tout ce qui arrive, le métaverse ou les NFT, comme vous en parliez à l'instant en plateau, qu'il va y avoir des comportements de sécurité. Et jusqu'à maintenant, l'innovation était toujours d'un point de vue technologique. Je pense que les comportements vont être clés et ça reboucle avec la question de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Et de la même façon, moi, je vais en revenir sur les nouveautés, l'innovation, ce qui nous manque aujourd'hui encore en Europe pour bien réagir. De la même façon qu'on a vu sur le terrain de l'innovation en termes de matériel, de guerre, est-ce que vous avez vu des choses nouvelles en termes de technologie de cyber-attaque, de cyber-protection? Ce que je peux vous dire, c'est que le Cyber Peace Institute qui était présent a relevé 45 typologies d'attaques et on a vu aussi beaucoup les whippers apparaître. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la technique, donc mécaniquement, je ne vais pas pouvoir vous décrire ce à quoi on a assisté, mais ce qui était intéressant de voir, c'est que ces whippers, ils détruisent les données. Et donc, de fait, l'intérêt crapuleux... comme ce qu'on a vécu, nous, sur le live de Paris Cyber Summit, parce qu'on a été attaqué, on a été scammé. L'objectif, il est clairement étatique et pas crapuleux. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour revenir sur les whippers, jusqu'ici, en fait, on avait cette menace de demande de rançon en bloquant les données, qui étaient cryptées, chiffrées. Et là, ça va jusqu'à complètement les effacer. Détruire les données. Oui. Ah mais en face de nous, de toute façon, on a des équipes qui sont extrêmement performantes. De toute façon, c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Et en face de nous, c'est des entreprises, mais des entreprises qui sont adossées souvent également à des États. Enfin, faut être clair. Donc, ils ont des moyens qui sont extrêmement performants, avec un IA qui est toujours plus puissant, avec des outils. Mais l'Ukraine semble plutôt bien se protéger, ou en tout cas bien réagir. On n'a pas vu de blackout, on n'a pas vu vraiment de cyberattaque ayant des conséquences aussi importantes que ça a pu déjà exister d'ailleurs par le passé. Est-ce que nous, en Europe, on est de la même façon aussi bien armés? Est-ce qu'on est prêt? J'allais dire que c'est la question que vous posiez. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Moi, je crois qu'en France, on l'est. La question, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même, pardon. On a les ingrédients. On a des entreprises, mais ce qu'il faut, c'est un chef d'orchestre, en fait. Donc, et peut-être qu'aujourd'hui, on aura notre chef d'orchestre. Espérons-le. On espère. Alors, le chef d'orchestre que vous appelez, c'est quoi? C'est un ministre du numérique, c'est ça? Oui, on en parlait avec Sébastien. Évidemment, ça serait bien qu'on ait un ministre du numérique et pas un secrétaire d'État. Je pense que c'est vraiment un point qui est important. Qui puisse nous rassembler tous. Oui. On a plusieurs courants sur la discussion des outils, mais il y a un moment où... avec un politique qui permet aussi de porter le sujet dans la société, parce que sur, je crois, l'écologie et l'environnement, on voit bien que la société, elle est ultra mobilisée. Et à un moment, on se rend compte qu'un portage politique, ça aide aussi derrière une industrie à pouvoir trouver son marché. Écologie et numérique vont de pair également. Donc, alors ça, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette question. Les enjeux du numérique collent avec les enjeux, bien évidemment, de l'écologie. Vous vous rendez compte
on n'a pas parlé du Bitcoin et des enjeux de la consommation énergétique liée au Bitcoin, mais tout un tas de sujets. Et puis le numérique peut aider justement aussi dans les deux sens. On pourrait parler aussi des aspects assurance, assurance risque cyber. Ça, c'est aussi quelque chose qui va falloir. Alors aujourd'hui, on en est où? Parce que visiblement, la nouvelle doctrine française, c'est de dire on n'assure plus, les assureurs n'ont plus le droit de rembourser les victimes de ransomware si elles ont payé la rançon sans avoir fait de déclaration dans les 15 jours, je crois. Hein. C'est le gros débat en France. On est quand même, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas de payer la rançon, mais on limite la couverture assurantielle. C'est un compromis bancal entre ce qui est permis en dehors de la France et de l'Union européenne et ce qu'on pourrait être mené à interdire en France. La question du paiement de la rançon, elle est clé. Les discussions au Parlement jusqu'à récemment étaient de dire OK, il faut bloquer. Et quand on en discute avec les Européens, ils sont un peu moins sensibles à cette question assurantielle. Ils sont vraiment dans l'anticipation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu grand-chose en Ukraine. C'est parce qu'ils étaient prêts, eux, à charge pour nous de l'être. Et donc du coup, d'un point de vue industriel, et là je sors un petit peu de la cyber, mais d'un point de vue industriel pour l'industrie de l'assurance, la question qui se pose, c'est cette concurrence entre des anglo-saxons qui vont pouvoir assurer un risque que des Européens et des Français en première ligne ne vont pas pouvoir assurer. Donc du coup, on va se retrouver avec toutes nos entreprises assurées par les étrangers. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, c'est la voie qu'on prend. Sur cette question, Stéphane Blanc, de la cyberassurance, vous êtes assez engagé sur ce sujet. Quelle est, selon vous, la voie à suivre? Alors, je pense que déjà, on n'a pas. Il faut créer, on parle d'Europe, il faut créer un fonds européen. Alors on peut en parler d'un fonds français déjà, bien évidemment, mais créons un fonds européen. On a quand même des assureurs, on a des grands groupes d'assurance. On n'a pas de réassureurs. Il n'y a plus de réassurance aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de réassurance parce qu'il n'y a plus de fonds. Parce que les assureurs, bien évidemment, se retournent derrière un fonds. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus aujourd'hui, en particulier pour les ETI. Certains grands groupes sont en train de monter leur propre assurance, mais voilà, une ETI ou une PME, elle n'a pas les moyens. Donc il faut que... Et je suis sûr qu'en plus, ça soit la bonne voie. Donc il faut que l'Europe, à mon sens, soit un fonds, mais derrière, monte un fonds, bien évidemment, qui soit fort. Mais derrière, il faut aussi changer les pratiques de l'assurance risque cyber. C'est-à-dire ? Je pense qu'on ne pourra pas tout réassurer. Enfin, assurer le vol de données, il faut arrêter, quoi. Ça sera plus possible. En revanche, assurer le crash, moyennant, bien évidemment... une étude, une préétude et continue, parce que qui garantissent à l'assureur le risque minimum. Bien évidemment, je pense que c'est des points qui sont importants. On a de l'innovation d'ailleurs sur ce sujet. Il y en a plein. On a Stoic, qui est une super boîte, qui justement essaie d'automatiser un peu cette assurabilité, ou en tout cas, il vous donne un scoring permanent. Et donc, du coup, on voit bien que le sujet est en train d'être appréhendé en fait par la tech. Et là aussi, il y a un lien à faire entre une industrie historique et puis une industrie technologique qui peut apporter ses réponses. En revanche, on est très TPE aujourd'hui dans ce genre de système et on n'est pas ETI et on n'est pas dans les grands groupes. Ouais, et la cible, elle est quand même malheureusement un petit peu dans nos ETI et aussi dans nos... Alors, on arrive à la toute fin de notre débat. Je voulais quand même vous poser cette question. Quelles seront les priorités de la prochaine présidence de l'Union européenne en matière de cybersécurité ? Donc de la présidence tchèque. Eh oui. Alors, on avait cette chance d'avoir le ministre de la Défense tchèque qui était venu pour nous en parler. Et sur la route, la République tchèque a annoncé qu'elle aurait une présidence sobre. Sobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas beaucoup se déplacer à Bruxelles. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de contacts. Les priorités, elles sont simples. Elles sont cette résilience européenne. Mais une fois qu'on a dit ça, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas souhaité... vraiment avancer sur ce sujet et probablement... Est-ce qu'il vous semble qu'ils sont sur la même ligne que la présidence française? J'allais enchaîner dessus. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Plutôt pas. Presse, je suis désolée. Non, je vous en prie, plutôt pas, mais à défaut, on s'est fait entendre et probablement comprendre pendant 2 jours. Et c'est ce que je retiens, c'est qu'on a fait avancer notre vision du sujet auprès de partenaires qui ne partagent pas 100%. Sur quoi précisément? Quel est le point d'achoppement? Pardon? C'est Chatham House, je suis navré, mais ça fait partie de réunions auxquelles moi-même je ne participe pas. Priorité selon vous pour la prochaine présidence de l'Union européenne en matière de cybersécurité, Stéphane Blanc? Former.
La formation. La formation. Je pense que ça doit être déjà... On veut toujours vouloir plus et grand, et des fois, il faut démarrer par déjà quelque chose de stable. Former les gens. Prise de conscience, déjà, je pense que c'est le principal. Et puis, effectivement, après, construire, pourquoi pas, travailler encore une fois. Je pense que l'assurance, ça peut être un bon plan parce que ça peut permettre de structurer un certain nombre d'éléments par rapport justement à l'assurance, par rapport au risque cyber. Merci beaucoup. Merci à Stéphane Blanc, président d'AT Meta, et Sébastien Garnaud, fondateur du Paris Cyber Summit. À suivre dans Smart Tech, une petite pause et ensuite on va parler des nouvelles plateformes médias.